Bien Pierre, nous nous retrouvons pour cette journée du 11 mai, où tu as été l'un des préparateurs fidèles, puisque depuis de nombreuses années, tu contribues pour le lancement de ces journées d'études. Je ne vais pas énumérer toutes celles que tu as déjà introduites, mais on comptait sur toi, et comme la santé ne permet pas d'être présent physiquement aujourd'hui même, eh bien, nous sommes venus te solliciter pour écouter tes propos sur la question qui nous réunit tous aujourd'hui, sur la transmission, l'humanisation, à la recherche du sens. Et tous tes travaux, finalement, vont bien dans ce sens-là. Donc, dans des conditions un peu originales et exceptionnelles, nous aurons le plaisir de t'écouter et d'apprécier ta réflexion. Merci d'avance. Merci Charles pour cette présentation et je voudrais bien sûr présenter toutes mes excuses pour mon absence de cette journée d'études à laquelle je contribue de manière indirecte et je voudrais surtout souligner ma présence par le cœur, si j'ose dire, et par la pensée. Je suis avec les participants de cette journée de tout cœur et je souhaite que cette journée soit vraiment une réussite sur cette thématique tellement importante de la transmission, de l'humanisation et de la quête de sens. La transmission d'abord. Transmettre signifie faire passer. Donc il y a une idée de passage dans la transmission. Mais je voudrais tout de suite noter que le mot est polysémique et que la transmission peut être appliquée à des secteurs d'existence, à des secteurs culturels multiples, très différents les uns des autres. Depuis, je dirais, le mécanique jusqu'à la biologie, en passant par les techniques de communication, par exemple. Je voudrais aussi signaler que mon propos s'inscrit essentiellement dans un secteur précis qui est celui de l'enseignement et de l'éducation. Et que c'est à partir de cet espace-là, si je puis dire, que j'interviens sur la question de la transmission. Il me semble qu'il est nécessaire de ne pas séparer des actes différents pourtant, à savoir l'enseignement et l'éducation. Ce sont effectivement des actes différents, mais il est important de ne pas les séparer. Pourquoi ? Parce que dans l'enseignement comme dans l'éducation, on s'adresse à des sujets en humanité. Et donc, pour moi, il n'y a pas de séparation possible. Il y a distinction, mais pas séparation. La transmission, je disais précédemment, c'est l'idée de passage, l'idée de trajectoire, l'idée de parcours, donc l'idée de trajet. Transmettre, c'est faire passer. Transmettre dans l'éducation et l'enseignement, des connaissances d'abord, des savoirs, certes, mais ce n'est pas là-dessus que j'insisterai, parce que c'est quelque chose de classique, tous les enseignants en font l'expérience. À propos des connaissances et des savoirs, je voudrais insister sur trois aspects qui me paraissent essentiels. D'abord, le sens historique. Transmettre le sens historique des connaissances, des savoirs, des résultats acquis progressivement dans une culture, dans une civilisation. Le sens historique me paraît fondamental, que les élèves, les jeunes, puissent découvrir la profondeur historique d'une connaissance ou d'un savoir. Deuxième aspect, transmettre un sens épistémologique, c'est-à-dire au fond transmettre l'idée, je dirais, qu'une connaissance ou un savoir ne peut se former qu'à partir d'une méthodologie et qu'elle a finalement, cette connaissance, une puissance de vérité qui reste relative, relative à un contexte culturel, relative à, je vais dire, une situation historique. Et donc, il me semble que transmettre la profondeur, je dirais, du sens épistémologique d'un savoir ou d'une connaissance, c'est quelque chose d'essentiel pour éduquer à l'esprit critique. Troisième aspect,
transmettre un sens sociétal des connaissances, des savoirs. Autrement dit, faire découvrir aux jeunes la place et le rôle des savoirs dans la société. Il me semble que là aussi, c'est quelque chose d'important, montrer aux jeunes qu'une connaissance ou un savoir ne se produit pas sans un contexte sociologique et ne se produit pas non plus sans une finalité sociétale. Tout cela est autre chose que consulter Internet et organiser des informations. À partir de là, il me semble qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur la transmission. Transmettre, ce n'est pas seulement transmettre un sens historique, un sens épistémologique, un sens sociétal des savoirs ou des connaissances. Transmettre, c'est aussi transmettre des valeurs. Transmettre des valeurs, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Une valeur, c'est ce qui fait référence pour la vie bonne. C'est ce qui a du prix pour la vie bonne. Autrement dit, une valeur, c'est l'indicateur du bien. Du bien au service de l'anoblissement de l'humanité, au service de la dignité de l'humanité. La valeur comme indicateur du bien peut être une valeur signifiée individuellement ou signifiée collectivement, comme la justice, la fraternité, etc. Et donc il me paraît important que cette transmission des valeurs puisse se réaliser dans l'établissement scolaire, parce que la transmission des valeurs, c'est une manière de servir la dignité humaine. Et j'ajouterai un autre aspect de la transmission, je dirais un autre plan d'intelligibilité. J'en ai distingué deux, les connaissances et les valeurs. J'ajouterai volontiers un troisième plan d'intelligibilité qui est un sens de l'homme. Transmettre un sens de l'homme dans un monde complexe. Cela me paraît plus nécessaire que jamais aujourd'hui, à un moment où finalement s'effacent, je dirais, les frontières entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la machine. Et tous les débats autour du transhumanisme aujourd'hui nous montrent l'importance finalement d'un sens de l'homme qu'il faut redécouvrir peut-être, en tout cas chercher nécessairement. Transmettre un sens de l'homme suppose de mobiliser des ressources culturelles multiples pour fonder ce sens de l'homme. Et il me semble qu'en Occident, nous avons deux grandes sources culturelles possibles, la source que j'appellerais grecque et la source sémitique. Mais ça n'empêche pas, évidemment, l'ouverture de l'esprit à d'autres civilisations que celle de l'Occident. Mais au moins qu'on puisse, exploiter ce grand patrimoine culturel de l'Occident, ce grand patrimoine de civilisation que représentent ces deux sources fondamentales, la source grecque et la source sémitique. Pour la question de la transmission, il me semble qu'on peut aller plus loin encore et s'interroger sur les conditions de la transmission. Les conditions. J'en citerai plusieurs. Il me semble qu'il y a comme condition première la nécessité d'un code connu et maîtrisé entre des sujets concernés. Ce code, c'est celui du langage, habituellement, le langage comme médiation d'intelligibilité, bien sûr. Et donc il est important, et nécessaire même, que l'enseignant comme l'élève puissent maîtriser un même code pour qu'une transmission puisse s'opérer. En dehors du langage, il y a sans doute d'autres possibilités de transmettre des codes différents que du langage, mais le langage est le premier des codes dans la transmission. Donc l'importance d'une maîtrise du langage. Deuxième condition, peut-être, qu'on pourrait annoncer ainsi, c'est l'exigence d'un partage
d'un même milieu culturel, ou d'un milieu culturel commun, ou encore d'un espace-temps d'existence commun. Parce que je ne vois pas comment la transmission serait possible si précisément l'élève comme l'enseignant ne partageaient pas un milieu culturel commun. Troisième condition, c'est la nécessité d'avoir conscience non seulement des limites ou des limitations de la transmission, mais aussi peut-être la nécessité d'avoir conscience de l'existence de l'intransmissible. Les limites de la transmission, c'est peut-être la difficulté de maîtriser un même code, c'est peut-être la difficulté de partager un même espace culturel commun, sans doute, mais c'est peut-être aussi la difficulté de la réception, dont il faut s'inquiéter. Il me semble que l'enseignant ou l'éducateur doit pouvoir s'inquiéter de la problématique de la réflexion, de la réception, pardon. S'inquiéter de la problématique de la réception, c'est absolument fondamental, bien sûr, dans la transmission. J'ajouterai aussi qu'il y a la nécessité d'avoir conscience de l'existence de l'intransmissible. Qu'est-ce que j'appelle, moi, l'intransmissible? Peut-être le vécu personnel de l'enseignant, comme d'ailleurs, bien sûr, de l'étudiant ou de l'élève. C'est sans doute l'expérience subjective, c'est le ressenti émotionnel. Donc il y a dans, je dirais, la logique de la transmission, la nécessité d'avoir conscience qu'existe de l'intransmissible. Et il faut le prendre en compte, je dirais, dans les pratiques de transmission. Et donc il y a peut-être la nécessité aussi pour l'enseignant de respecter, je dirais, l'intransmissible comme pour l'élève. Le vécu personnel, l'expérience subjective, le ressenti émotionnel, etc. Je terminerai cette question de la transmission avec un point sur le témoignage. Jusqu'ici, j'ai évoqué la transmission, je dirais, dans la pratique enseignante et éducative. Pourrait insister sur cette forme de transmission extérieure, je dirais, au langage, qui est le témoignage. Qu'est-ce que c'est que témoigner, finalement? Témoigner, me semble-t-il, c'est attester dans la contingence historique, dans je dirais, la fragilité de notre histoire, c'est attester de l'exigence de l'absolu, de la réalité de l'absolu. Alors cet absolu, ça peut être l'absolu d'une valeur, ça peut être l'absolu d'un sens de l'homme, ça peut être l'absolu religieux, bien entendu. Peu importe la figure que l'on donne à l'absolu, mais le témoignage, c'est toujours cela, attester dans la contingence historique l'exigence de l'absolu. Et il me semble que ce témoignage-là est aussi essentiel dans le cadre de l'établissement scolaire pour montrer que tout n'est pas négociable, pour montrer que tout n'est pas relatif, pour montrer finalement qu'il existe justement des absolus, que ce soit celui de la valeur, du sens de l'homme, ou l'absolu religieux, et des absolus à partir desquels précisément une dignité humaine devient possible, l'absolu au sens je dirais, de cette exigence de la vie qui est référée précisément à quelque chose d'essentiel et qui n'est pas, encore une fois, négociable, relatif, subjectif, mais qui permet de construire non seulement une personnalité, mais aussi une histoire commune, un vivre ensemble. Voilà ce que je pourrais dire dans l'immédiat sur la transmission. Donc, deuxième point à développer, l'humanisation.
je voudrais, sur ce plan-là, insister sur le fait qu'il n'y a pas d'humanisation possible si on ne s'inquiète pas de l'homme, de l'humain, si l'on n'a pas un intérêt pour l'humain par-delà la pratique des techniques d'enseignement ou d'éducation. Par-delà, je dirais, la pratique des techniques d'apprentissage. Donc il y a une nécessité d'avoir une inquiétude pour l'humain. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas d'humanisation, je dirais, sans processus d'humanisation. L'humanisation, c'est un processus. L'humanisation n'est pas donnée naturellement. C'est une œuvre culturelle à construire en appui sur les données de la nature. Mais il n'y a pas d'humanisation sans processus d'humanisation. Autrement dit, l'humanisation n'est pas un état, elle est un processus, elle est un devenir, elle est un dynamisme, elle est un chemin. Dans ce chemin, il y a peut-être à lier, à articuler, je dirais, les trois instances anthropologiques fondamentales de l'être humain, sur lesquelles je voudrais simplement insister, sans trop, bien sûr, d'efforts, mais au moins les mentionner comme tels. L'individu, le sujet, la personne. Je pense que nous portons chacun en nous ces trois instances, je dirais anthropologiques, ces trois niveaux anthropologiques. L'individu, qu'est-ce que c'est? Sinon, le vivant, qui recèle en lui les potentialités de la vie. C'est le vivant dans son unité, recelant en lui-même les potentialités de la vie. Le sujet, c'est le centre conscient de l'être humain, le centre conscient passif et actif, centre de relation, centre d'affect, centre d'action, en interaction avec autrui et présent au monde. La personne, c'est la nature morale, l'essence morale de l'être humain, manifestée par exemple par la liberté, la responsabilité, l'amour, la spiritualité, etc. Et donc, chaque être humain porte en lui ces différentes instances anthropologiques. Et il me semble que le travail d'humanisation, c'est essentiellement un travail d'articulation de ces trois instances anthropologiques. Autrement dit, développer dans l'individu les potentialités de la vie. Sur le plan, bien sûr, de l'esprit, mais aussi sur le plan du corps. Car, au fond, il n'y a pas d'enseignement et d'éducation sans sollicitation des potentialités de l'esprit et des potentialités du corps. L'être humain est un vivant totalement unifié. Et donc il nous faut absolument sortir du dualisme entre l'âme et le corps. Bon. Cela me paraît essentiel pour travailler à l'humanisation. Autrement dit, prendre en compte l'unité fondamentale de l'être humain. Il y a une résonance du psychisme sur le somatique et une résonance du somatique sur le psychisme. L'être humain est totalement unifié, bien entendu. Développer, je disais, dans l'individu les potentialités de la vie, mais aussi éduquer la conscience du sujet dans ses multiples expressions. Former la conscience, cela me paraît aussi un travail nécessaire dans le cadre de ce processus d'humanisation. Former la conscience avec, bien sûr, l'appui, je dirais, de la culture, l'appui de l'histoire de l'humanité, l'appui aussi d'une réflexion sur le bien et le mal, sur la nécessité, je dirais,
des exigences du vivre ensemble, éduquer la conscience du sujet dans ses multiples expressions. Et en troisième point, après avoir dit développer dans l'individu les potentialités de nature, éduquer la conscience du sujet, je voudrais signaler aussi la nécessité de valoriser la dignité de la personne. Valoriser la dignité de la personne par justement l'éducation à la liberté, à la responsabilité, à la spiritualité. Peut-être qu'il y aurait possibilité, pour articuler ces trois instances anthropologiques de l'être humain, de travailler sur ce que Paul Ricoeur appelait le dire, l'agir et le pâtir. Autrement dit, travailler sur le langage, sur la maîtrise du langage, sur la responsabilité dans le langage, sur l'exigence de vérité dans le langage, travailler aussi sur la sensibilité, c'est-à-dire sur le pâtir. C'est plus nécessaire que jamais aujourd'hui. Travailler sur cette sensibilité, la sensibilité à l'autre, la sensibilité, je dirais, aux événements du monde, à l'évolution de la société, au devenir de la famille, etc. Donc, travailler sur la sensibilité. Travailler aussi sur l'agir, c'est-à-dire sur l'action. Et donc, peut-être là, travailler sur la question du projet dans l'enseignement et l'éducation, la question des objectifs à atteindre. Je pense que travailler sur ces trois axes, le langage, la sensibilité, l'action, c'est vraiment une manière possible, il y en a d'autres évidemment, c'est une manière possible d'articuler les trois instances que j'ai appelées les instances anthropologiques, l'individu, le sujet et la personne. Troisième point dans mon développement, la quête de sens. Je commencerai d'abord par exprimer la double sens, si j'ose dire, du sens. Le sens signifie à la fois signification et direction. Signification et orientation. Finalement, deux sens qui sont inséparables en fonction évidemment des références, des repères, des finalités que l'on se donne. Le sens est toujours, on dirait, un sens pour soi. Le sens mobilise essentiellement le pour soi, dans la signification comme dans l'orientation ou la direction. À partir de là, il me semble que l'on peut distinguer, j'allais dire, des plans d'expression du sens différents dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Le sens des études, d'abord. Le sens du travail intellectuel. Que signifie pour un jeune aujourd'hui faire des études? Que signifie pour un jeune aujourd'hui travailler intellectuellement? Voilà. Une question importante qu'il faut savoir poser dans l'enseignement et l'éducation. C'est important de donner signification aux études et au travail intellectuel. Le sens aussi, c'est peut-être un deuxième plan d'intelligibilité, le sens du vivre ensemble dans l'école. Voilà. On pourrait imaginer, au fond, puisse y avoir, j'allais dire, un travail intellectuel solitaire chez soi, devant son écran, devant son ordinateur, et donc pas de nécessité de l'école. Et pourtant, il y a une nécessité de l'école, c'est le vivre ensemble, dans le travail intellectuel, dans les études à faire. Importance du sens du vivre ensemble. Et puis, troisième plan d'intelligibilité, le sens de l'existence de chacun, ou le sens de la vie elle-même. Tout cela pour dire que l'homme est un être herméneutique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il ne cesse d'interpréter et il ne cesse de s'interpréter. L'homme est un être donateur de sens. Autrement dit, il ne cesse de refuser l'absurde. Pourquoi?
Parce que la vie nécessite le sens dans sa confrontation à la mort. Le sens est une exigence de la vie. Je dirais même, pour plaisanter, que choisir l'absurde, c'est-à-dire l'absence de sens, c'est encore choisir un sens d'une certaine façon, à savoir celui de la négation du sens. Et donc, je disais que l'exigence de sens est une exigence de la vie. Pour donner du sens, il y a nécessité de s'appuyer sur des ressources culturelles, sur les données de la civilisation. Et je pense en particulier à trois ressources fondamentales: les philosophies, les sagesses et les religions, qui sont des ressources pour la construction d'un sens de la vie. Il y a aussi peut-être à s'interroger sur l'apprentissage à interpréter. Le sens, c'est une conquête. Il faut apprendre à interpréter. Et donc ne pas laisser l'autre dans le non-sens. Parce que le non-sens est toujours mortifère. Le sens se conquiert, il exige une conquête. Celle de l'intelligibilité, celle de l'interprétation de l'existence. Et cela suppose un travail permanent, qui est celui de la pensée appliquée à l'existence, en appui sur les ressources de la mémoire, de l'imagination, de l'expérience, de la relation avec autrui. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel dans l'enseignement et dans l'éducation. En tout cas, de mon point de vue, laisser quelqu'un dans l'absence de possibilité d'interprétation, c'est-à-dire dans l'absence de la possibilité de donner sens à ce qu'il est, à ce qu'il fait, c'est le laisser dans une forme de désespoir. Et donc on ne donnera l'espérance dans l'éducation et dans l'enseignement que si, d'une certaine façon, on apprend aux jeunes, aux élèves, à donner du sens à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont. Eh bien, à nouveau, nous te remercions et le défi que tu t'es lancé dans la situation où tu te trouves et pour partager cette journée avec nous est pleinement réussi. Tout simplement, nous te remercions. Tu nous as fourni, comme chaque fois, des bases, des fondements, des références. À nous de continuer, puisque précisément, non seulement il s'agit d'interpréter ce que tu as dit, de le traduire dans nos propres situations et dans nos propres langages, et de poursuivre ce travail d'humanisation et de quête de sens. La journée va se poursuivre avec d'autres intervenants, mais aussi d'autres écoutes, puisqu'on aura la chance cette année d'avoir la parole en direct des professeurs stagiaires, des étudiants qui sont vivement intéressés par, je crois, la transmission, l'humanisation, la quête de sens, parce que je crois qu'aujourd'hui, les jeunes enseignants sont très motivés et ont besoin de ces réflexions-là. Merci à nouveau et à bientôt, mais cette fois, comme d'habitude, au milieu du groupe, pour que tu continues à l'animer. Merci Pierre. Merci Charles, merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour cette journée d'études. Certainement. Qui portera des fruits, j'en suis sûr. Moi aussi.